Il est le roi le plus puissant du monde occidental. Ses armées ont mis l'Europe à genoux. Ses architectes ont bâti le palais le plus grandiose que la civilisation ait jamais conçu. Ses artistes, ses musiciens, ses philosophes ont fait de la France le centre absolu de la culture humaine. On l'appelle le roi Soleil. On dit de lui qu'il est le représentant de Dieu sur terre. Et pourtant, dans ses propres appartements de Versailles, une femme lui glisse depuis des années des poudres inconnues dans sa nourriture. Dans les caves de Paris, un prêtre défroqué prie Satan sur le corps nu de la maîtresse royale en tenant un nourrisson égorgé au-dessus d'un calice. Et quand la police secrète du roi remonte enfin le fil de ce réseau de meurtres, d'empoisonnements et de messes noires, elle arrive directement à la chambre à coucher royale. Ce jour-là, Louis XIV fait quelque chose d'extraordinaire. Il n'ordonne pas le procès du siècle. Il n'expose pas la vérité. Il brûle tout. Voici l'histoire que la France officielle a voulu effacer de ses archives. L'histoire de la dernière grande affaire de sorcellerie du royaume. L'histoire d'une femme qui vendait la mort aux duchesses. L'histoire d'un roi qui découvre que le venin court jusqu'à son lit et qui choisit l'oubli plutôt que la justice. Bienvenue dans l'affaire des poisons. Avant de plonger dans ce récit, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Chaque semaine, nous explorons les grandes énigmes et les scandales cachés de l'histoire. Un like, un abonnement, ça ne coûte rien et ça nous aide énormément. Et maintenant, nous sommes en 1679 et tout est sur le point de s'effondrer. Pour comprendre ce qui va se passer, il faut d'abord imaginer ce qu'est Versailles en cet automne 1679. Pas le musée figé que nous visitons aujourd'hui. Non, un organisme vivant, grouillant, une ville entière enfermée derrière des grilles dorées. Des milliers de courtisans se serrent dans ces couloirs, se battent pour apercevoir le roi depuis le bon angle au lever du matin, pour lui tenir son manteau au bon moment, pour être vu en train de lui parler. Le regard du roi, c'est la monnaie suprême de ce monde-là. Une disgrâce royale peut vous faire chuter du sommet de la France vers l'anonymat en une journée. Une faveur royale peut vous hisser de rien vers l'immortalité. Louis XIV approche la quarantaine. Il est à l'apogée de son règne. Il dirige seul, depuis la mort de Mazarin, depuis que Colbert lui a organisé les finances du royaume, depuis que ses armées ont déferlé sur les Pays-Bas, la Flandre, la Franche-Comté. La France est la première puissance du monde. Et Louis XIV le sait, le ressent, le vit dans chacun de ses gestes, depuis le lever cérémoniel du matin jusqu'au coucher public du soir. Mais derrière ce théâtre de grandeur, il y a une autre réalité. Une réalité que la cour chuchote, que les gazettes n'osent pas écrire, que les ambassadeurs étrangers notent dans leurs dépêches avec une fascination mêlée d'horreur. Paris est une ville empoisonnée, pas métaphoriquement, littéralement. Depuis des années, une panique silencieuse s'est emparée des salons et des arrière-boutiques de la capitale. On parle d'une substance surnommée la Code Zéro, l'arsenic, raffiné jusqu'à devenir presque indétectable, incolore, sans goût, capable de tuer en quelques semaines comme une longue maladie. Les médecins ne voient rien. Les familles enterrent leurs morts. Et dans les ombres, des femmes, toujours des femmes remarquées, vendent cette poudre à qui peut se la payer. Pourquoi des femmes ? Parce que dans cette société-là, une femme ne peut pas divorcer. Elle ne peut pas hériter librement. Elle ne peut pas quitter son mari sans sa permission. Elle ne peut pas gérer sa propre fortune. Elle ne peut pas, souvent, décider de grand-chose. Mais elle peut se retrouver un soir dans une ruelle de Paris, à échanger quelques pièces contre un petit flacon de poudre blanche. Et le problème disparaît. Ce n'est pas anecdotique, c'est systémique. Quand les femmes n'ont aucun autre pouvoir, elles trouvent d'autres leviers. Et la marquise de Brinvilliers, elle, a soulevé ce voile pour la première fois, involontairement. Nous sommes en juillet 1672. Un homme meurt dans son appartement parisien. Rien d'extraordinaire là-dedans, les gens meurent tout le temps dans ce Paris sale et surpeuplé. Mais cet homme s'appelait Jean-Baptiste Gaudin de Sainte-Croix, et dans ses affaires personnelles, après sa mort, les policiers font une découverte qui va changer le cours de l'histoire. Une cassette, fermée à clé, pleine de fioles de poison, soigneusement étiquetées. Et surtout, 9 lettres. 9 lettres signées par une femme. Une marquise, Marie-Madeleine Dreux-d'Aubray, marquise de Brinvilliers. Dans ces lettres, elle décrit avec une précision froide comment elle a empoisonné son propre père, comment elle lui a administré la poudre à petite dose en se faisant passer pour une fille aimante qui le soignait, comment le vieil homme a mis 8 mois à mourir, comment elle a ensuite fait la même chose à ses frères, pour récupérer l'héritage familial. Et il y a une phrase, dans ces mêmes interrogatoires, qui va rester gravée dans toutes les mémoires. Le procureur général note que la marquise lui aurait dit
lors d'un ultime interrogatoire, elle exagérait sans doute. Elle cherchait à effrayer, à marchander sa vie contre des révélations. Mais il y avait, dans cette provocation désespérée, une vérité que personne ne voulait entendre, et que bientôt, tout le monde allait devoir affronter. La marquise est arrêtée en 1676 dans un couvent de Liège grâce à un agent de police déguisé en prêtre, un certain Desgrais, que l'on retrouvera bientôt au cœur de l'affaire. On la ramène à Paris, on la torture, on la juge. Et le 17 juillet 1676, en place de Grève, sous les yeux d'une foule qui se presse comme pour un spectacle, on lui tranche la tête. Son corps est jeté au bûcher. Ses cendres sont dispersées au vent. La foule, après l'exécution, cherche ses os. Le peuple dit qu'elle était sainte. La marquise de Sévigné, qui observe tout et écrit tout, note ce paradoxe avec une ironie mordante. Une empoisonneuse, vénérée comme une martyre. Voilà où en est la France. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est ce qui vient après. Parce que la mort de la Brinvilliers n'est pas une conclusion. C'est une ouverture, un avertissement que tout le monde entend, et que la police, surtout, commence à prendre très au sérieux. Gabriel Nicolas de la Reynie est un homme d'une patience et d'une rigueur peu communes. Il est le premier lieutenant général de police de Paris, un poste que Louis XIV vient de créer de toutes pièces en 1667, en comprenant que Paris, cette ville d'un demi-million d'habitants, ce chaos nocturne de ruelles sans lumière peuplées de mendiants, de voleurs, de prostituées et de nobles en carrosse, que cette ville avait besoin d'une main qui la tienne. La Reynie tient la ville. Il a fait installer les premiers réverbères de Paris, des milliers de lanternes qui illuminent les rues la nuit, transformant la ville des ombres en quelque chose de lisible, de contrôlable. Il a rasé la cour des miracles, ce labyrinthe de ruelles où les criminels avaient leur propre royaume. Il a créé un réseau d'indicateurs, des hommes et des femmes qu'on appelle quotes 2, qui circulent dans les tavernes, les marchés, les salons, et rapportent tout ce qu'ils entendent. Après l'affaire Brinvilliers, la Reynie sait qu'il reste des filles à tirer. Il sait que le réseau de la marquise n'était pas une anomalie, c'était un symptôme. Alors il attend, et il écoute. En septembre 1677, un billet anonyme est glissé dans un confessionnal de l'abbaye des Jésuites de la rue Saint-Antoine. Il parle d'un complot contre le roi Soleil lui-même, d'une quote 3 destinée à l'éliminer. La Reynie s'en empare aussitôt. L'enquête commence, serpente, revient vers une prisonnière du Châtelet, une femme qui reçoit des visites d'une certaine Marie Bosse, connue comme devineresse dans les bas-fonds de Paris. Et c'est là que tout commence vraiment, dans un dîner bien arrosé, quelque part dans Paris, en 1679. Un avocat sans clientèle, un certain maître Perrin, est assis à table avec des amis. Parmi les convives, une femme qu'on lui présente comme tirez-bas, quote-bas, 4-bas, tirez-bas, devineresse réputée, femme joviale, langue bien pendue. Et Marie Bosse, avinée, heureuse d'être le centre de l'attention, se vante. Elle parle de ses profits, elle parle de ses clientes. Elle dit, avec le sourire de quelqu'un qui n'a pas calculé les conséquences, qu'elle n'a plus grand-chose à faire. Encore 2 ou 3 mariages à arranger, quelques maris gênants à éliminer, et elle pourra prendre sa retraite. Perrin connaît Desgrais, l'agent de la Reynie. Le lendemain matin, il lui rapporte tout. Un piège est tendu. Une femme se présente chez la Bosse, se faisant passer pour une épouse malheureuse, souhaitant se débarrasser de son mari. La Bosse vend, et la Bosse est arrêtée. Sous la torture, elle parle. Elle donne des noms. Elle donne des quantités. Elle donne des clientes. Des femmes de membres du Parlement qui voulaient se débarrasser de leur époux. Et surtout, elle donne un nom qui revient encore et encore dans chacun de ses aveux. Celui d'une certaine Monvoisin. Catherine Deshay, femme Monvoisin, connue dans tout le milieu comme la Voisin. Le 12e mars 1679, à la sortie de la messe à l'église Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, Catherine Deshay est arrêtée. Et avec elle, c'est un monde entier qui commence à s'effondrer. Voilà ce qu'il faut savoir sur Catherine Deshay avant d'aller plus loin. Parce qu'elle n'est pas le personnage qu'on imagine. On pense tirez-bas, quote-bas 5-bas, et on voit une vieille femme voûtée, édentée, vivant dans une masure. Ce n'est pas la Voisin. La Voisin est une femme d'une 40aine d'années, établie, respectée dans son quartier. Elle a une maison, elle a des domestiques, elle a un jardin. Elle reçoit ses clientes dans un salon confortable, bien éclairé, qui pourrait être le cabinet d'un médecin ou d'un notaire. Elle a commencé modestement. Son mari, un marchand joaillier, a fait faillite. Avec les enfants à nourrir et un homme incapable de subvenir à leurs besoins,
Catherine a pris le relais à sa façon. Elle savait lire les lignes de la main depuis l'enfance. Un talent, un don qu'elle cultivait comme d'autres cultivent la musique. Elle a commencé à recevoir des femmes inquiètes, des épouses en difficulté, des jeunes filles qui voulaient savoir si elles se marieraient bien. Elle lisait les paumes. Elle interprétait les visages. Elle avait l'oreille fine et la parole juste. Ce mélange de perspicacité et d'empathie qui fait qu'on dit d'une personne qu'elle vous comprend mieux qu'on ne se comprend soi-même. De la divination au filtre d'amour, il n'y a qu'un pas. De là aux avortements clandestins, encore un autre. Et de là, lentement, prudemment, pour les clientes qui avaient les moyens de payer et les raisons de taire, au poison. À l'époque de son arrestation, la Voisin dirige un véritable empire de l'ombre. Elle a sous sa direction des sous-traitantes, d'autres devineresses qui lui envoient leurs clientes les plus délicates. Elle a un réseau de fournisseurs, des apothicaires complaisants, des alchimistes, des prêtres défroqués qui savent préparer certaines substances. Elle a des contacts dans la haute société, des intermédiaires qui font le lien entre ces caves sombres et les appartements dorés de Versailles. Et ses clientes ne sont pas des blanchisseuses ou des marchandes de poissons. Ce sont des comtesses, des duchesses, des dames d'honneur, des femmes dont les noms sonnent comme une liste de la noblesse française. Imaginez une araignée au centre d'une toile immense, avec des fils qui partent dans toutes les directions, vers les faubourgs populaires, vers les tribunaux, vers les salons des hôtels particuliers, vers les couloirs de Versailles lui-même. C'est la Voisin, une femme qui a compris, mieux que quiconque, que le pouvoir dans cette société se joue dans les interstices, dans les choses qu'on ne dit pas, qu'on ne montre pas, qu'on fait dans le noir. Ce que la Voisin vend, au fond, c'est du contrôle. Dans un monde où les femmes n'en ont aucun, elle leur vend l'illusion d'en avoir. Et parfois, pas une illusion du tout. Quand la Régnie commence à interroger la Voisin, il tombe sur quelque chose qu'il n'attendait pas. Pas simplement un réseau de poison, mais quelque chose de bien plus profond, de bien plus sombre. Un réseau qui mêle la criminalité ordinaire à des pratiques que le XVIIe siècle appelle quatset et que nous appellerions aujourd'hui, avec nos mots à nous, une subculture occulte bien organisée. Dans les caves de Paris, dans des maisons de campagne isolées aux alentours de la capitale, dans les arrière-salles de certaines auberges, des cérémonies ont lieu, des messes noires. De vrais prêtres, ou plutôt de vrais hommes d'église ayant abandonné leur vocation, officiaient dans des parodies de liturgie catholique. Le signe de la croix inversé, les prières récitées à rebours, les hosties profanées. Et ces cérémonies avaient des clientes. Des clientes qui payaient très cher pour y participer. Pour quoi faire ? Pour obtenir l'amour d'un homme, pour conserver les faveurs d'un amant, pour ruiner une rivale, pour rendre un mari stérile, ou une épouse selon les cas, pour provoquer une mort que le poison seul ne garantissait pas suffisamment. Et parmi ces clientes, il y en avait une que la Voisin ne nommait pas, même sous pression, même quand les interrogatoires se faisaient de plus en plus intenses. Il y avait un nom qu'elle gardait pour elle, peut-être par calcul, peut-être par une forme de loyauté étrange, peut-être parce qu'elle savait que prononcer ce nom, c'était déclencher une tempête que personne ne pourrait plus contrôler. Ce nom, ce n'est qu'après la mort de la Voisin que le monde va l'entendre, et ce nom va changer l'histoire de France. Mais avant d'en arriver là, il faut comprendre l'ampleur du choc que l'enquête provoque au fur et à mesure que la Régnie remonte le fil. En avril 1679, moins d'un mois après l'arrestation de la Voisin, Louis XIV comprend que l'affaire ordinaire est en train de devenir une affaire d'État. Les noms qui tombent dans les interrogatoires ne sont plus ceux de marchands ou d'artisans. Ce sont les noms des premières familles du royaume. Ce sont des gens que Louis XIV croise à sa table, à ses chasses, dans ses galeries. La décision est prise. Une juridiction d'exception sera créée. Un tribunal secret, hors des procédures ordinaires, qui siégera à l'Arsenal et jugera les affaires de poison et de sorcellerie avec la rapidité et la discrétion qu'exige la situation. On l'appelle la chambre ardente. Imaginez une grande salle, dans les profondeurs de l'Arsenal de Paris. Les murs sont tendus de draps noirs, du sol au plafond. Il n'y a pas de fenêtres, ou si elles existent, elles sont masquées. L'unique lumière vient de torches et de flambeaux fixés au mur, qui projettent des ombres dansantes sur les visages des juges assis derrière leurs longs bureaux. Les accusés entrent dans cette salle et ont l'impression de pénétrer dans le royaume des morts. C'est voulu, c'est calculé. La scénographie de la terreur est, au XVIIe siècle, une science à part entière, et la chambre ardente en est un chef-d'œuvre. De avril 1679 à juillet 1682,
Cette salle va avaler plus de 400 accusés. Elle va rendre plus d'une centaine de jugements. Elle va condamner des hommes et des femmes à la roue, à la corde, au bûcher, ces flammes qui donnent leur nom à la chambre elle-même. Et elle va entendre des révélations si terrifiantes, si compromettantes pour les cercles les plus puissants du royaume, qu'on finira par ordonner son extinction à mi-chemin, comme on coupe court à une conversation qui est allée trop loin. Les premiers mois de la chambre ardente sont une machine qui s'emballe. Les accusés dénoncent leurs complices, les complices dénoncent leurs clientes, les clientes dénoncent leurs intermédiaires. Et chaque dénonciation fait tomber un nouveau nom, souvent un nom qu'on ne s'attendait pas à entendre dans ce contexte. Le maréchal de Luxembourg, l'un des plus grands généraux de France, se retrouve cité. La comtesse de Soissons, Olympe Mancini, une des nièces de Mazarin et ancienne amour de jeunesse du roi, est nommée parmi les clientes de la Voisin. Elle choisit la fuite plutôt que de comparaître. La duchesse de Bouillon, femme d'un des plus grands ducs du royaume, est convoquée à la barre. Elle y arrive avec sa superbe habituelle, répond au juge avec une ironie mordante et repart en exil sur ses terres, peine légère pour ce qu'on lui reproche. Le dramaturge Racine lui-même, l'auteur de Phèdre, l'homme le plus célèbre du théâtre français, est un moment suspecté d'avoir empoisonné une ancienne maîtresse. L'accusation ne tient pas. Racine est innocenté. Mais le fait même que son nom ait été prononcé dans cette salle dit quelque chose sur la panique qui s'est emparée de Paris. Quand la Reynie enregistre tout sans esprit critique, quand les magistrats suivent chaque dénonciation comme s'il s'agissait d'une vérité révélée, n'importe qui peut devenir suspect. N'importe qui. Et au milieu de ce tourbillon, un personnage tient le fil avec une application méthodique. La Reynie, dans son bureau du Grand Châtelet, relit ses dossiers la nuit, classe ses notes, reconstruit les réseaux, il écrit des rapports au roi, il envoie des agents dans toute la France, il fait arrêter des suspects en Normandie, à Lyon, à Bordeaux. Il découvre que le commerce de la Voisin n'était pas localisé à Paris, il rayonnait sur tout le territoire. Et il découvre aussi autre chose. Quelque chose que ses agents lui rapportent avec hésitation, avec des formulations prudentes, comme des hommes qui savent qu'ils touchent à quelque chose de dangereux. Les pratiques de la Voisin ne se limitaient pas aux poisons ordinaires. Il y avait des rituels, des cérémonies, des nuits entières passées dans des maisons isolées, avec des prêtres, des cierges noirs et des formules que même les agents de la Reynie répugnent à mettre par écrit. Et au cœur de ces rituels, une femme qu'on ne nomme pas encore. Pas encore. C'est en février 1680 que tout bascule. La Voisin est condamnée à mort par la Chambre ardente. Non pas pour les messes noires, les preuves sont trop fragiles, les aveux trop contradictoires, mais pour la vente de poison, qui est incontestable. Et le 22 février 1680, elle monte sur le bûcher en place de Grève. Ce qui se passe ce jour-là est entré dans les mémoires. La Voisin, durant les jours précédant son exécution, est incarcérée à Vincennes. On lui amène un prêtre pour qu'elle se confesse et prépare son âme. Elle refuse. On lui donne du vin, elle boit, chante, fait la débauche jusqu'au bout. On lui demande de se repentir. Elle répond par des plaisanteries. Le jour de l'exécution, on l'amène en carrosse de Vincennes à Paris. Elle étouffe un peu dans le véhicule, dit-on. On veut la faire confesser une dernière fois. Pas question. Elle arrive en place de Grève, on la lie sur le bûcher, assise et enchaînée de fer selon le rituel. Elle repousse la paille enflammée 5 ou 6 fois avec ses pieds, jurant à chaque geste. Et finalement, les flammes la consument. Elle est morte comme elle a vécu, insolente, irréductible, refusant jusqu'au bout de jouer le rôle qu'on voulait lui faire tenir, celui de la sorcière repentante qui implore le pardon de Dieu. Ce n'était pas son rôle. Mais voici ce qu'on n'avait pas prévu. La mort de la Voisin n'a pas clos l'affaire, elle l'a rouverte. Parce que sa fille, Marie-Marguerite, une jeune femme qui avait aidé sa mère dans ses activités depuis des années, qui savait tout, qui avait vu tout, a demandé à parler à la Reynie. Et ce qu'elle avait à dire allait projeter l'enquête dans une toute autre dimension. Marie-Marguerite Voisin parle. Elle parle longuement, en détail, avec une précision qui efface tout doute sur l'authenticité de ses révélations. Elle part de l'abbé Guibourg, un prêtre, un vrai prêtre, ordonné, portant l'habit ecclésiastique, qui officiait à ces cérémonies particulières. Un homme d'une 60aine d'années, épais, aux mains larges de paysan, qui avait depuis longtemps abandonné toute prétention à la sainteté, mais pas à son statut d'officiant. Parce que pour une messe noire, il fallait un prêtre, pas un acteur, pas un imposteur,
Un homme qui avait reçu l'ordination, qui pouvait dire l'Eucharistie, et qui était donc capable, par sa corruption même, de profaner ce qu'il était censé sanctifier. Guibourg avait officié à 3 messes noires au moins pour une même cliente. Une cliente dont Marie-Marguerite donne la description. La beauté, le port, l'attitude. Avec une netteté qui ne laisse pas de doute sur son identité. Et cette cliente, c'était Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, la marquise de Montespan, la maîtresse en titre du roi de France. Prenez un instant pour mesurer l'ampleur de ce que cela signifie. Madame de Montespan n'est pas simplement une favorite royale. Elle est, depuis la fin des années 60, ce qu'on appelle la reine de fées, une femme qui exerce sur Louis XIV une influence si totale que les ambassadeurs étrangers la ménagent, que les ministres la consultent, que les courtisans font des années de cours pour obtenir 10 minutes de son temps. Elle a donné au roi 7 enfants. 7 enfants que le roi a légitimés. Un geste extraordinaire, sans précédent à cette échelle. Elle a régné sur Versailles avec une insolence aristocratique qui en dit long sur son pouvoir. Quand la marquise de Sévigné écrit à sa fille pour lui décrire la cour, le nom de Montespan revient comme un soleil autour duquel tout tourne. Et voilà que la fille de la voisin explique, tranquillement, que cette femme s'est étendue nue sur les dalles froides d'un château isolé entre Paris et Orléans, les bras en croix, un cierge noir dans chaque main, pendant qu'un prêtre défroqué disait la messe sur son corps et implorait les princes des ténèbres de lui conserver l'amour du roi. Que ce n'est pas arrivé une fois, mais 3 fois au moins, en 1667, en 1672, en 1676. À chaque fois que le roi semblait se détacher d'elle, à chaque fois qu'une rivale menaçait de prendre sa place, Montespan revenait vers la voisin, et la voisin la renvoyait vers Guibourg. Voici ce que la chambre ardente va apprendre, voici ce que l'abbé Guibourg lui-même va confesser en détail après son arrestation le 23 juin 1680. La première cérémonie s'est tenue dans un château discret au sud de Paris. Montespan est arrivée la nuit, seule ou presque. Elle s'est déshabillée dans l'obscurité. Elle s'est étendue sur les dalles, les bras en croix, tenant un cierge allumé dans chaque main. On a posé un calice sur son ventre, et puis Guibourg a dit la messe noire, la parodie de la liturgie catholique, avec ses formules renversées, ses invocations aux puissances des ténèbres. À l'élévation, le moment où, dans la vraie messe, le prêtre lève l'hostie consacrée, Guibourg a prononcé les noms du roi et de la marquise, et il a ajouté une supplication. Astaroth, Asmodée, prince d'amitié, je vous conjure d'accepter le sacrifice que je vous présente pour les choses que je demande. Que l'amitié du roi me soit assurée, que les princes et princesses de la cour m'honorent, et que rien ne me soit refusé de tout ce que je demanderai au roi. Puis un assistant est entré, tenant un nourrisson dans ses bras. Un enfant né avant terme, acheté pour quelques sous à une mère dans le besoin. Guibourg l'a tenu au-dessus du calice. Il lui a tranché la gorge avec un couteau, et le sang du nourrisson a coulé dans le calice, posé sur le ventre nu de la maîtresse du roi de France. Il faut s'arrêter ici un instant, parce que nous sommes face à un problème historique réel. Tout ce que nous venons de décrire vient d'aveux obtenus sous pression, dans un contexte où la torture était pratiquée, où les accusés pouvaient espérer alléger leur sort en disant ce que les juges voulaient entendre. La fille de la voisin avait tout intérêt à impliquer des noms importants, c'était sa seule monnaie d'échange pour éviter le bûcher. Guibourg avait, lui aussi, toutes les raisons de broder, d'amplifier, de dire ce qu'on attendait. Alors, est-ce que c'est vrai ? La réponse honnête est, en partie, peut-être, et dans une mesure qu'on ne peut pas déterminer avec certitude. Ce que les historiens retiennent, c'est ceci. Il est établi que Montespan était cliente de la voisin. Il est probable qu'elle a eu recours à des filtres et des substances diverses pour tenter de retenir l'attention du roi. Une pratique commune dans son milieu. Il est possible que des cérémonies aient eu lieu dans un cadre plus ou moins ritualisé. Les sacrifices d'enfants, la chose la plus terrifiante, sont les moins corroborés, les plus sujets à caution. Mais voilà l'élément qui tranche, pour nous, dans l'évaluation de la dangerosité de ces révélations. Quand Louis XIV les apprend, et il les apprend très vite, parce que Louvois, son secrétaire d'État à la guerre, dirige l'affaire dans l'ombre et lui rapporte tout, quand le roi entend le nom de Montespan dans ce contexte, sa réaction n'est pas celle d'un homme qui pense qu'on lui raconte des histoires. Sa réaction, c'est celle d'un homme qui est horrifié et qui a peur. Louis XIV, cet homme qui se croit au-dessus de tout,
qui se pense le représentant de Dieu sur terre, qui a bâti Versailles pour être le centre visible du monde, cet homme découvre quelque chose d'insupportable, que la femme qui partage sa vie depuis 15 ans lui a administré des substances inconnues dans sa nourriture, des poudres aphrodisiaques au minimum, que cette femme a participé à des rites sataniques pour conserver son amour, que des noms ont été prononcés sur lui, des invocations adressées au diable en son nom, sans sa connaissance, sans son consentement, et que la mort mystérieuse d'Angélique de Fontanges, cette jeune femme de 20 ans, belle comme un ange, qui était sa nouvelle favorite et qui a dépéri en moins de 2 ans avant de mourir dans un couvent, que cette mort-là porte peut-être aussi l'ombre de Montespan. Parce que les interrogatoires de la chambre ardente révèlent autre chose. Quand Montespan a vu le roi tomber amoureux de la jeune Fontanges, en 1679, elle est retournée voir la voisin. Cette fois, ce n'était plus pour un filtre d'amour. C'était pour autre chose, pour l'élimination de sa rivale. Et peut-être même, le comble de l'horreur, pour l'élimination du roi lui-même, s'il devait définitivement l'abandonner. La voisin, selon les témoignages, avait accepté. Elle avait même, au début de l'année 1679, tenté de remettre en main propre au roi une pétition, un document empoisonné, conçu pour être transmis directement à Louis XIV lors d'une audience publique à Saint-Germain. Le roi n'avait pas accepté la pétition ce jour-là. Il y avait trop de monde. La voisin était repartie, le document dans les mains. Elle l'avait donné à sa fille pour le brûler. Sa fille l'avait brûlé. Et la voisin avait été arrêtée une semaine plus tard. Louis XIV ne le sait pas encore, quand il reçoit ces informations. Mais ce qu'il sait, ce qu'il comprend, c'est que sa propre maîtresse avait cherché, peut-être, à le faire tuer. Et les flacons d'eau minérale découverts à l'abbaye de Chelles, où Angélique de Fontanges était en convalescence, remplis de poison mais jamais bu par la jeune femme, lui disent que cette tentative d'élimination de sa rivale était réelle, elle, et récente. Dans ses appartements de Versailles, Louis XIV réalise quelque chose de vertigineux. La cour la plus surveillée d'Europe, le palais le plus gardé du monde, était traversé depuis des années par un réseau de meurtriers que sa propre favorite alimentait. Il est seul avec ce savoir, et il doit décider quoi en faire. La décision de Louis XIV, dans les semaines et les mois qui suivent, est celle d'un homme qui choisit la raison d'État au détriment de la vérité, et qui, peut-être, choisit aussi quelque chose de plus intime, l'honneur de sa propre réputation au détriment de la justice. Dès les premières révélations compromettant Montespan, il prend une mesure extraordinaire. Il interdit aux magistrats de la Chambre ardente de consigner ses aveux dans leur registre officiel. Il ordonne qu'on utilise des feuilles volantes, des notes qui n'ont pas de valeur juridique officielle, pour les interrogatoires concernant sa maîtresse. Ces feuilles, il les fait rassembler dans une cassette scellée, une cassette qu'il garde lui-même. C'est lui, le roi Soleil, le monarque absolu de France, qui fait office de greffier secret d'une enquête criminelle qui le touche personnellement. Et c'est lui qui décide, peu après, que la Chambre ardente ne pourra plus instruire les affaires où le nom de Montespan apparaît. Les magistrats résistent, l'araignée résiste, avec la ténacité discrète qui le caractérise, il continue d'enregistrer, d'archiver, de noter. Il ne peut pas désobéir au roi. Mais conserver des copies de ses propres rapports, rien ne le lui interdit. Et il le fait. En octobre 1680, Louis XIV suspend temporairement la Chambre ardente. En mai 1681, il la laisse reprendre, mais dans un périmètre réduit, expurgé. Et le 21 juillet 1682, il prononce sa dissolution définitive. La machine judiciaire est éteinte. Non que la justice ait été rendue, non que tous les coupables aient été jugés, mais simplement parce que l'enquête est arrivée là où le roi ne pouvait pas la laisser aller. Les accusés qui ont témoigné contre Montespan ne sont pas jugés. Ils ne sont pas acquittés. Ils sont tout simplement oubliés. Des lettres de cachet les envoient dans des forteresses aux 4 coins du royaume. La fille de la voisin disparaît dans une citadelle des Pyrénées, où elle mourra 40 ans plus tard, après avoir été oubliée même par ses geôliers. Un homme nommé Romani finira sa vie à la citadelle de Besançon, après 48 ans d'incarcération sans procès. 48 ans. L'abbé Guibourg mourra lui aussi dans les geôles de Besançon, en 1686, sans avoir été condamné par aucun tribunal. C'est ça, la vérité de l'affaire des poisons. Des dizaines de personnes ont été exécutées sur la place publique. Et d'autres, les plus compromettants, ceux dont les témoignages touchaient au sommet du pouvoir, ont été enterrés vivants dans des prisons royales, sans procès, sans sentence, sans que la justice ait jamais eu à se prononcer sur leur sort. Leurs paroles étaient trop dangereuses pour être entendues, et trop vraies
pour être contredite. Mais alors, que fait Louis XIV de Montespan elle-même ? C'est là que réside peut-être la décision la plus étrange, la plus révélatrice du caractère de cet homme. Il aurait pu l'exiler, il aurait pu la faire arrêter, il aurait pu confronter publiquement ce que l'enquête avait révélé. Il ne fait rien de tout cela. Il continue de vivre avec elle à Versailles. Il lui rend visite, il joue aux cartes avec elle, il lui envoie des présents, il dîne à sa table. Il fait comme si de rien n'était. Comprenez la logique tordue de cette décision. Si Louis XIV brise publiquement avec Montespan pour des raisons liées à l'enquête, il reconnaît l'enquête, il reconnaît les révélations, il reconnaît que sa maîtresse officielle, la mère de ses enfants légitimés, la coite de Versailles pendant 15 ans, était une cliente de sorcière, une participante à des messes noires, peut-être une commanditaire de meurtre. Et si tout cela est vrai de Montespan, qu'est-ce que cela dit de lui ? Lui qui dormait dans ce lit, lui qui mangeait cette nourriture, lui qui était le sujet de ces prières monstrueuses prononcées dans des caves au nom de son amour. Il choisit donc le silence, la rupture lente, progressive, invisible. Il se détache d'elle graduellement, comme on se détache d'une habitude, non pas avec fracas, mais avec cette froideur croissante que les courtisans observent, notent, commandent dans leurs lettres, sans jamais en connaître la cause exacte. Ce n'est qu'en 1681 que le nom de Montespan disparaît vraiment des registres des favorites. Et encore, sa présence à Versailles se prolonge jusqu'en 1691. 10 ans. 10 années pendant lesquelles cette femme vit à la cour en sachant que le roi sait et que le roi fait semblant de ne pas savoir. C'est une punition d'une cruauté raffinée. L'élimination sans exécution, la disgrâce sans scandale. La mort sociale administrée au compte-gouttes, devant tous, sous les yeux de la cour entière. Une cour qui comprend, là encore sans qu'on le lui dise, que quelque chose de grave s'est passé et que l'ordre a changé. Et pendant ce temps, qui monte ? Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon, la gouvernante des enfants bâtards du roi. Une femme sobre, intelligente, pieuse, à l'exact opposé de Montespan dans chacun de ses traits. Là où Montespan était flamboyante, irascible, tyrannique dans ses caprices, Maintenon est discrète, constante, apaisante. Là où la première invoquait le diable pour retenir son amant, la seconde l'aide à se rapprocher de Dieu. Il y a une ironie presque trop évidente dans cette substitution. L'affaire des poisons, en révélant à Louis XIV l'abîme de ténèbres dans lequel sa cour était plongée, le pousse vers la dévotion. Le roi qui avait toléré, même encouragé, le libertinage de ses premières années de règne, devient progressivement, sous l'influence de Maintenon, sous le choc de ce qu'il a appris, un homme plus austère, plus religieux. La cour de Versailles change de ton, les fêtes deviennent moins fréquentes, les plaisirs se font plus discrets. La piété, autrefois affaire de forme, devient une valeur sincère, ou du moins sincèrement affichée. Louis XIV épousera Maintenon secrètement, probablement en 1683, quelques mois après la mort de la reine Marie-Thérèse. Ce mariage morganatique, sans droit de succession, non reconnu officiellement, est la conclusion logique de cette conversion intime. Celui qui était le roi soleil dans toute sa splendeur charnelle est en train de devenir quelque chose d'autre. Un vieux roi sévère, dont la piété tardive ira jusqu'à révoquer l'édit de Nantes et persécuter les protestants de France avec la même énergie qu'il consacrait autrefois à ses conquêtes amoureuses. L'affaire des poisons a changé Louis XIV. Pas dans le sens que la justice aurait pu espérer, mais dans le sens d'un homme qui a regardé dans un abîme et qui a choisi, pour le reste de sa vie, de lui tourner le dos. Mais revenons à l'enquête elle-même, à ce qui se passe entre 1680 et 1682, pendant que le roi est occupé à gérer ses secrets d'État. La Chambre ardente, dans ses derniers mois d'existence, continue de broyer des vies. Des femmes et des hommes que personne ne se souvient aujourd'hui continuent de comparaître, d'avouer, d'être condamnés. Des gens du peuple pour la plupart, des apothicaires, des servantes, des vagabonds qui avaient touché de près ou de loin au réseau de la Voisin. Marguerite Joly est brûlée vive le 19 décembre 1681. Une certaine Françoise Filastre l'a précédée au bûcher en 1680. Ancienne femme de chambre qui avait tenté d'entrer au service de Mademoiselle de Fontanges, probablement pour des raisons que la Chambre ardente n'a jamais élucidées complètement. Le dernier condamné de l'affaire s'appelle Jean Bartholomina, dit Quote 12. Il est valet. Il est pendu le 16 juillet 1682,
5 jours plus tard, la Chambre ardente est dissoute. En 3 ans, elle aura exécuté 36 personnes, envoyé 5 aux galères, banni 23 autres du royaume et jeté dans des geôles sans procès un nombre qu'on ne saura jamais avec certitude. Parce que ces gens-là, justement, n'ont pas eu de jugement, donc pas de traces officielles. Ce que la Chambre ardente n'a pas fait, c'est ce qu'elle était censée faire, rendre une justice égale pour tous, quelle que soit la condition des accusés. Le serment que Louis XIV lui-même avait prononcé au début de l'affaire, que les coupables seraient punis, _bas, quote-bas, 13-bas, s'est dissous au moment précis où ce rang touchait à la chambre à coucher royale. Et puis il y a l'édit, l'acte législatif qui clôt formellement l'affaire des poisons et qui, et c'est là que l'histoire prend une dimension que peu de gens mesurent, change définitivement le rapport de la France à la sorcellerie. En juillet 1682, Louis XIV promulgue une déclaration royale contre les magiciens, sorciers et empoisonneurs. Ce texte a l'air d'être une répression supplémentaire, son titre le suggère. Mais lisez-le de plus près et vous comprenez qu'il s'agit en réalité d'exactement le contraire. L'édit de 1682 distingue 2 choses que la législation précédente confondait systématiquement. D'un côté, les empoisonnements, actes criminels réels, tangibles, punissables de mort. De l'autre, la sorcellerie et la magie, pratiques que l'édit reclasse non plus comme des crimes, mais comme des escroqueries, des supercheries, des fraudes commerciales. Ce glissement est révolutionnaire. Il signifie ceci: en France, à partir de ce moment, on ne peut plus brûler quelqu'un pour sorcellerie. On peut le condamner pour avoir escroqué ses clients. On peut le punir pour avoir vendu des substances toxiques. Mais on ne peut plus le tuer pour avoir invoqué le diable. Parce que le diable, désormais officiellement, n'existe pas en droit français. Ou plutôt, le droit français refuse de le reconnaître comme un interlocuteur légitime. C'est la fin des procès en sorcellerie en France. La fin du bûcher pour les sorcières. La fin d'une ère qui avait commencé avec les grandes persécutions du XVe siècle. 2 siècles de chasse aux sorcières, de procès truqués, de confessions arrachées sous la torture, de corps brûlés sur des places publiques au nom de la lutte contre le mal. Et cette fin arrive non pas parce qu'un philosophe des Lumières l'a proclamé, non pas parce que la science a triomphé de la superstition, mais parce qu'un roi embarrassé a eu besoin, pour des raisons politiques très personnelles, de classer la sorcellerie dans la catégorie des mensonges plutôt que dans celle des crimes. L'ironie de l'histoire est parfois magnifique. Parlons de ce que l'affaire révèle sur la société française de ce moment-là. Parce que l'affaire des poisons n'est pas seulement un fait divers criminel, même spectaculaire. C'est un miroir. Ce miroir montre une chose que Versailles s'efforçait de cacher derrière ses dorures et ses grandes perspectives. La violence silencieuse qui structurait la vie des femmes dans cette société. Pensez-y. Qui étaient les clientes de la Voisin ? Des femmes de l'aristocratie pour la plupart. Des femmes qui vivaient dans des palais, qui mangeaient à des tables où l'argenterie coûtait plus cher que ce que la plupart des Français gagnaient en une vie, qui portaient des robes brodées de perles, qui dansaient dans des salons au son des meilleurs musiciens du monde, et qui n'avaient aucun pouvoir sur leur propre existence. Elles ne pouvaient pas choisir leur mari, c'était une affaire de famille, de dot, d'alliance politique. Elles ne pouvaient pas le quitter, le divorce n'existait pas pour elles. Elles ne pouvaient pas hériter librement, plaider seules en justice, gérer leur propre fortune sans l'accord du mari. Alors elles allaient voir la Voisin. Et pendant qu'on y est, parlons aussi de ce que l'affaire des poisons révèle sur la religion de cette époque. Parce que le réseau de la Voisin n'aurait pas pu exister sans les prêtres. Guibourg n'était pas une exception. Les interrogatoires de la Chambre ardente révèlent une prolifération de clercs, des hommes ordonnés, portant l'habit ecclésiastique, ayant prononcé leurs vœux, qui officiaient à ces cérémonies pour de l'argent. Certains vivaient en concubinage ouvert. Certains avaient des enfants illégitimes, qu'ils reconnaissaient ou non. Certains avaient des activités criminelles bien au-delà des messes noires. Vente de poisons, faux actes notariés, escroqueries diverses. Ces hommes existaient dans les marges de l'Église. Trop nombreux, insuffisamment formés, insuffisamment contrôlés, souvent incapables d'obtenir une paroisse et donc réduits à vivre d'expédients. Ils avaient l'ordination, qui leur donnait un pouvoir rituel réel aux yeux de leurs clients, et ils n'avaient plus grand-chose à perdre. L'affaire des poisons pousse Louis XIV et l'Église de France à regarder ce sous-monde clérical en face. La réforme du clergé, l'encadrement plus strict des ordinations, la surveillance plus étroite des prêtres sans paroisse, tout cela s'accélère dans les années suivant l'affaire,
pas par générosité spirituelle, mais par nécessité politique. Parce qu'un prêtre qui dit la messe noire sur le ventre de la maîtresse du roi, c'est un problème d'ordre public. Revenons à Montespan, parce que son histoire ne s'arrête pas avec la dissolution de la Chambre ardente. Elle reste à Versailles. Elle joue son rôle de favorite en titre, un rôle qui se vide progressivement de sa substance, mais dont elle maintient les apparences avec une dignité têtue. Elle assiste aux cérémonies, elle se tient à sa place dans la hiérarchie de la cour, et elle regarde Maintenon, sa vieille rivale, la femme qu'elle avait autrefois elle-même présentée au roi pour l'éloigner de Madame de Maintenon, qui était alors sa rivale, dans un jeu de stratégie qui s'est retourné contre elle, elle regarde Maintenon prendre une place de plus en plus centrale dans la vie du souverain. En 1681, Angélique de Fontanges meurt dans son couvent de Port-Royal. Elle a 20 ans. Elle s'éteint en disant, selon la légende, qu'elle meurt heureuse, parce que ses derniers regards ont vu le roi pleurer. Louis XIV est allé la voir, tardivement, alors qu'elle se mourait. Il a pleuré, et la jeune femme a pris ses larmes pour un signe qu'il l'aimait encore. C'est peut-être vrai. C'est peut-être la politesse d'un roi qui sait comment traiter les femmes qui meurent pour lui. L'histoire ne nous dit pas ce que Louis XIV ressentait vraiment ce jour-là. Ce qu'elle dit, c'est que la mort de Fontanges, dans le contexte de l'affaire des poisons, avec toutes les accusations qui avaient entouré son état de santé, a encore durci la position du roi vis-à-vis de Montespan. Même s'il ne pouvait pas prouver sa culpabilité dans cet épisode spécifique, même si les historiens d'aujourd'hui penchent plutôt vers une mort naturelle, une complication des suites de couches, une pleurésie, l'atmosphère de soupçon était trop dense pour que la vérité factuelle pût y circuler librement. En 1681, puis 1682, Montespan sent que tout est fini. Pas dramatiquement. Rien ne finit vraiment de façon dramatique dans ce monde où les apparences sont une religion. Mais les visites du roi s'espacent. Les cadeaux sont moins généreux. Les regards croisés sont plus froids. Et surtout, Maintenon est là, partout, à chaque moment important, à chaque décision délicate, à chaque heure où le roi a besoin d'une présence. Montespan tient encore 10 ans. Elle ne quitte Versailles définitivement qu'en 1691, à 50 ans. Elle s'installe dans un couvent parisien, le couvent des filles de Saint-Joseph, qu'elle a elle-même fait construire avec sa fortune. Elle se consacre aux bonnes œuvres. Elle fait des charités considérables. Elle correspond avec ses enfants, des enfants qui ont été élevés par Maintenon, sa rivale, et qui portent des titres de noblesse que le roi leur a accordés. Les enfants qu'elle a portés, qu'elle a donnés à ce roi, sont les seuls liens qui lui restent avec cette vie passée. Elle meurt en 1707, loin de Versailles, dans un spa thermal où elle s'était rendue pour soigner ses jambes, seule, ou presque, avec ses domestiques et un confesseur. Elle avait 66 ans. Et Louis XIV, on le dit, reçut la nouvelle de sa mort sans émotion visible. Il avait soigneusement effacé Montespan de sa vie, et il était en train d'effacer l'affaire des poisons de l'histoire. 27 ans après la dissolution de la Chambre ardente, en 1709, la Régnie meurt. Le vieux lieutenant de police, il a 84 ans, laisse derrière lui une vie entière consacrée à l'ordre public et à la justice. Une vie dont les archives, méticuleusement tenues, constituent la mémoire vivante d'une France qu'on essaie d'oublier. Et dans ces archives, dans des coffres scellés, conservés chez un greffier des commissions extraordinaires du Conseil royal, se trouvent 29 paquets de documents, des registres, des procès-verbaux, des rapports de police, les comptes rendus intégraux des interrogatoires de la Chambre ardente, les aveux de Guibourg, les dépositions de la fille voisin, tout ce que la Régnie avait collecté, organisé, archivé avec sa rigueur habituelle. Louis XIV est informé de l'existence de ces documents. Il les connaît, en réalité, il a toujours su qu'ils existaient. Mais tant que la Régnie était vivant, il restait dans la maison d'un homme de confiance, dans des coffres dont le vieux policier gardait la clé. Maintenant que la Régnie est mort, ces documents risquent de se disperser, de tomber dans des mains moins discrètes, de refaire surface. Louis XIV prend sa décision. Il ordonne qu'on les brûle. Imaginez la scène. Nous sommes en juillet 1709. Le roi a 71 ans. Il est vieux, abîmé par la guerre de succession d'Espagne saigne la France depuis des années, et ses petits-enfants meurent les uns après les autres dans des épidémies qui dévastent la famille royale. Il n'est plus le roi Soleil dans l'éclat de sa toute-puissance. Il est un vieillard qui a vu s'effondrer presque tout ce qu'il avait construit. Et il convoque un greffier. Et il lui fait brûler les 29 paquets de documents, les archives de l'affaire des poisons. 30 ans de silence officiel
qu'il transforme en silence définitif. L'opération est exécutée. Les papiers brûlent. La fumée monte. Et Louis XIV prononce ce mot, ou du moins l'ordonnance royale le fait en son nom, que les historiens ont retenu comme un aveu involontaire. Il veut que cette affaire reste dans un côte 14. Éternel oubli. Ce sont les mots exacts. Non pas côte 15, non pas côte-bas 16-bas, non pas côte-bas 17-bas, mais éternel oubli. Comme si le roi lui-même savait, en employant ces termes, que ce n'était pas une conclusion, que c'était une suppression. Mais l'oubli n'a pas été éternel, parce que la Reynie avait gardé des copies, personnellement, dans ses propres archives privées, et parce que les magistrats de la Chambre ardente en avaient fait de même. Des copies qui ont survécu aux ordres royaux, qui ont traversé les siècles dans des bibliothèques et des archives privées, et qui ont fini par se retrouver dans les fonds publics, à la Bibliothèque nationale, aux archives nationales. C'est grâce à ces copies que nous savons ce que nous savons, que les historiens ont pu reconstituer l'affaire des poisons dans ses détails, que nous pouvons aujourd'hui raconter cette histoire, non pas comme Louis XIV voulait qu'elle soit racontée, c'est-à-dire pas du tout, mais comme elle s'est réellement passée. La Reynie, en gardant ses copies, a fait un acte de résistance tranquille, l'acte d'un homme qui savait que la vérité avait de la valeur, même quand le pouvoir ne voulait pas l'entendre, qui a fait son travail de policier jusqu'au bout, non pas en obéissant à la raison d'État, mais en préservant la mémoire contre elle. Alors, que reste-t-il de tout cela ? Que signifie l'affaire des poisons pour nous, aujourd'hui, depuis la distance de 3 siècles et demi ? Plusieurs choses qui méritent d'être dites clairement. La première, l'affaire des poisons est la fin officielle de la chasse aux sorcières en France. L'édit de 1682 ne l'a pas tuée dans les têtes. Les superstitions ont la vie dure, et certaines régions rurales de France ont continué longtemps à brûler des sorcières de manière informelle. Mais dans le droit, dans la justice officielle du royaume, il n'y avait plus de place pour le crime de sorcellerie. Ce changement a quelque chose de paradoxal, on l'a dit. Il vient non pas de la raison, mais d'un scandale politique. Mais peu importe la raison qui produit le progrès. Ce qui compte, c'est le progrès lui-même. La deuxième chose, l'affaire des poisons est le récit fondateur de la police moderne en France. Gabriel Nicolas de la Reynie n'a pas seulement conduit une enquête. Il a inventé, en la conduisant, les méthodes de l'enquête criminelle. La construction de réseaux de preuves, la mise en relation des témoignages, le travail de renseignement systématique. Les policiers qui lui succèdent héritent d'une institution qu'il a bâtie de rien, avec ses méthodes à lui, forgées dans le feu de l'affaire des poisons. La troisième, cette affaire est le portrait d'une société dans laquelle le pouvoir, le vrai pouvoir, pas le pouvoir affiché, circule dans les marges. Les femmes sans droit trouvent d'autres chemins. Les prêtres sans foi trouvent d'autres offices. Les classes populaires trouvent leurs propres intermédiaires avec le surnaturel. Et quand ces circuits parallèles deviennent trop visibles, trop dangereux, trop proches du pouvoir officiel, on les écrase. Mais on ne les comprend pas. Personne, dans toute cette affaire, ne s'est vraiment demandé pourquoi autant de femmes de la haute aristocratie allaient consulter une devineresse dans les faubourgs de Paris. Personne n'a interrogé les structures qui produisaient ce désespoir silencieux. On a brûlé les symptômes, les causes sont restées intactes. Il y a une dernière chose à dire, quelque chose qui touche à la nature même du pouvoir absolu. Ce type de pouvoir que Louis XIV incarnait mieux que quiconque et qui l'a conduit à prendre les décisions que nous venons de décrire. Un roi absolu, c'est quelqu'un qui peut faire tout ce qu'il veut, y compris, et surtout, étouffer la vérité. Il a les outils, les lettres de cachet, les prisons royales, les ordonnances de dissolution, les feux de cheminée dans lesquels disparaissent les archives gênantes. Il a le temps. Il peut attendre 27 ans avant de brûler les papiers, sachant que personne ne peut le forcer à agir autrement. Il a l'impunité. Personne ne lui demandera jamais de compte pour ce qu'il a fait ou n'a pas fait. Et pourtant, même lui n'a pas pu effacer complètement ce qu'il voulait effacer, parce qu'il y avait la Reynie avec ses copies, parce qu'il y avait les magistrats avec leurs notes, parce qu'il y avait Madame de Sévigné avec ses lettres à sa fille, écrites au fil des événements, qui décrivent l'exécution de la voisin avec la précision d'une journaliste et l'ironie d'une romancière. Ces lettres qui circulent, qui sont recopiées, qui finissent par être imprimées, et qui restent, longtemps après que les archives royales ont brûlé. La vérité a toujours plusieurs exemplaires. C'est ce que Louis XIV n'a pas compris, ou plutôt, ce qu'il a compris trop tard. Montespan elle-même a peut-être compris quelque chose que le roi n'a jamais admis. Dans les dernières années de sa vie, retirée dans son couvent,
elle dort chaque nuit avec des lumières allumées autour d'elle. Des flambeaux, des bougies. La lumière ne s'éteint jamais dans ses appartements, même quand elle dort. Les domestiques qui la servent à cette époque-là sont intrigués. Certains demandent. On leur répond que madame a peur du noir. Peut-être. Ou peut-être que madame a peur de quelque chose d'autre. De ces nuits qu'elle a passées, jeune, dans des châteaux isolés, les bras en croix sur des dalles froides, tandis qu'un prêtre défroqué priait des démons sur son corps. De ces cierges noires qu'elle tenait dans ses mains. De ces ombres qui dansaient sur les murs. Peut-être que la lumière était sa façon à elle de tenir les ténèbres à distance. Ces ténèbres qu'elle avait elle-même convoquées, dans un autre temps, pour des raisons qu'elle avait crues urgentes et qui lui paraissaient, au soir de sa vie, désespérément futiles. Garder l'amour d'un roi. C'était pour ça qu'elle avait fait tout ça. Et à la fin, elle dormait seule, entourée de flammes, dans un couvent de Paris. Le 29 août 1682, à quelques semaines de la dissolution de la Chambre ardente, Louis XIV signe l'édit qui réglemente les substances vénéneuses. Pour la première fois dans l'histoire de France, les poisons sont soumis à un contrôle rigoureux. Les apothicaires doivent enregistrer leurs achats. Les substances toxiques ne sont accessibles qu'aux professionnels qui peuvent justifier de leur usage. Un réseau de surveillance est mis en place pour éviter que se reconstitue l'économie souterraine que la Voisin avait dirigée. C'est la naissance, en France, de la pharmacovigilance moderne. Un héritage inattendu d'une affaire de sorcière et de messe noire. Louis XIV, dans ce domaine au moins, tire la leçon correcte. Il ne peut pas empêcher les gens d'être mauvais. L'affaire des poisons le lui a prouvé spectaculairement. Mais il peut rendre le mal plus difficile à exercer. Il peut construire des structures qui compliquent le crime, qui le rendent plus visible, qui obligent ceux qui veulent du poison à laisser des traces. C'est une forme de sagesse, tardive et limitée. Mais c'est quelque chose. L'affaire des poisons a laissé des traces dans la culture française que nous reconnaissons encore aujourd'hui, même sans le savoir. Jean Racine, le grand Racine, qui fut un moment suspecté dans cette affaire et qui en sortit innocenté, avait déjà mis en scène, 6 ans avant le début de l'enquête, sa tragédie Mithridate, dont le héros est ce roi légendaire pour sa résistance au poison. Il y a dans ce choix quelque chose qui dit long sur l'époque. Le poison était tellement présent dans l'imaginaire du XVIIe siècle que les plus grands dramaturges en faisaient leur matière. Ce n'est pas l'affaire des poisons qui a mis le poison sur la scène. C'est la scène qui montrait depuis des années ce que la société avait en elle. En 1679, au moment même où la Chambre ardente siège et où Paris vit sous le choc des premières révélations, Thomas Corneille, frère cadet du grand Corneille, écrit une pièce intitulée « La devineresse » ou « Les faux enchantements ». C'est une comédie, paradoxalement. Elle met en scène une devineresse qui escroquille ses clients en leur vendant des sortilèges imaginaires. Elle est un succès immense. Le public parisien reconnaît les allusions, rit de sa propre peur, applaudit à la dénonciation de la superstition. La pièce dit quelque chose de fascinant sur son moment. En pleine terreur des empoisonneuses, les Parisiens vont au théâtre voir une pièce qui se moque d'eux, qui leur dit « Vous êtes des idiots de croire à tout ça. La devineresse est une charlatane, pas une sorcière. Ses clients sont des nigauds, pas des victimes du diable. Riez d'eux. » C'est la première étape de la désacralisation de la sorcellerie dans la culture française. Le rire, puis l'indifférence, puis l'oubli. Voltaire, un demi-siècle plus tard, n'aura plus qu'à ramasser ce que Corneille a planté. Et maintenant, une question qui traverse les siècles et qui reste, à mon sens, sans réponse satisfaisante. Que s'est-il vraiment passé dans ces caves et ces châteaux isolés? Nous savons que la Voisin existait. Nous savons qu'elle vendait des poisons. Nous savons qu'elle avait des clients dans la haute noblesse. Nous savons que des cérémonies avaient lieu, des cérémonies ritualisées avec des prêtres, des cierges, des formules. Mais les sacrifices d'enfants? Les nourrissons égorgés sur des calices? Les corps brûlés dans des fours ou enterrés dans des jardins? Les historiens sérieux divergent. Certains, comme Jean-Christian Petit-Fils, auteur de la grande synthèse sur l'affaire des poisons, estiment que les aveux de Guibourg sont trop cohérents, trop précis dans leurs détails pour être entièrement inventés, que des infanticides ont probablement eu lieu, dans un contexte où les enfants nés hors mariage étaient fréquemment abandonnés, où la mortalité infantile était si haute que des morts supplémentaires passaient inaperçues. D'autres historiens sont plus sceptiques. Ils rappellent que Guibourg était soumis à une pression considérable, que ses aveux ont été obtenus après de longues périodes de détention, que la figure du meurtre rituel d'enfants est un topos,
un poncif récurrent, dans toutes les accusations de sorcellerie depuis le Moyen-Âge. Que les accusés avaient toutes les raisons de surenchérir dans l'horreur, puisque chaque nouveau détail terrifiant leur achetait un peu de temps, un peu d'attention, peut-être un peu de clémence. La vérité, dans cette affaire, comme dans toutes les affaires où la torture a joué un rôle, est irrécupérable. Nous ne saurons jamais avec certitude ce qui s'est passé dans ces pièces fermées, ces caves obscures, ces châteaux de campagne loin des regards. Ce que nous savons, c'est que quelque chose s'est passé, que des gens se retrouvaient là pour des raisons réelles, avec des attentes réelles, et que la femme qui présidait à ces cérémonies tirait de cette présence une fortune réelle. Le reste appartient à l'ombre. Ce qui ne disparaît pas dans l'ombre, en revanche, ce qui reste d'une clarté absolue, c'est ce que cette affaire nous dit sur la façon dont les sociétés traitent leurs secrets. Louis XIV a voulu l'éternel oubli. Il n'a pas obtenu l'éternel oubli. Il a obtenu 3 siècles de fascination. Les sociétés ne peuvent pas digérer leurs propres contradictions en les brûlant. Un régime qui se proclame le plus brillant du monde et qui abrite dans ses entrailles des messes noires, des infanticides, des réseaux de morts, cette contradiction ne disparaît pas quand on brûle les papiers qui la documentent. Elle reste, enquistée dans la mémoire collective, cherchant des formes nouvelles pour s'exprimer. L'affaire des poisons a fasciné chaque génération depuis qu'elle a eu lieu. Elle a inspiré des romanciers, des dramaturges, des cinéastes. Elle est réapparue dans des séries télévisées, des documentaires, des essais historiques. Chaque époque l'a relue à travers ses propres questions. Le XVIIIe siècle y a vu la preuve que la superstition était l'ennemi de la raison. Le XIXe siècle y a vu un roman feuilleton, avec ses héroïnes criminelles et ses policiers vertueux. Le XXe siècle y a vu une histoire de femmes broyées par un système qui ne leur laissait aucune issue. Le XXIe siècle, le nôtre, y voit peut-être encore autre chose. Le portrait d'un pouvoir qui se croit au-dessus des règles qu'il impose aux autres, et qui finit, toujours, par payer le prix de cette illusion. Revenons une dernière fois à la Voisin, à Catherine Deshayes, à cette femme qui a brûlé en place de Grève un matin de février, entourée de flammes, en chantant et en jurant jusqu'à la fin. Elle n'était pas innocente. Elle a vendu des poisons. Elle a facilité des meurtres. Elle a participé à des cérémonies dont nous ne savons pas exactement ce qu'elles comportaient, mais dont nous savons qu'elles n'étaient pas anodines. Elle méritait d'être jugée et condamnée, peut-être sévèrement. Ce qu'elle ne méritait pas, c'est d'être brûlée comme sorcière, d'être effacée sous la figure de la sorcellerie, quand ce qu'elle était vraiment, c'était une criminelle ordinaire, extraordinairement habile, extraordinairement audacieuse, mais ordinaire dans sa motivation profonde, qui était l'argent et la survie. La différence est capitale. Parce que sorcière est une catégorie qui permet de ne pas poser les vraies questions. Pourquoi tant de femmes venaient-elles la consulter ? Pourquoi le réseau criminel le plus important de France était-il dirigé par des femmes, pour des femmes, dans un monde gouverné par des hommes ? Pourquoi l'enquête la plus retentissante du règne de Louis XIV a-t-elle abouti à l'étouffement plutôt qu'à la vérité ? Ces questions, la figure de la sorcière permet de les esquiver. Elle dit « Il y avait le mal, on l'a brûlé, l'ordre est rétabli, circulez. » Mais le mal n'était pas dans la Voisin, il était dans la structure. Et les structures, on ne les brûle pas. 30 ans après l'affaire des poisons, en 1709, un vieillard fait brûler des papiers. 30 ans de vouloir effacer. 30 ans d'une mémoire qui n'a jamais pu tout à fait taire. La cassette scellée était là, dans ses appartements, depuis le début. Et chaque fois qu'il passait devant elle, chaque fois qu'il savait qu'elle était là, l'histoire revenait. Ces 29 paquets de registres contiennent la vérité. Pas toute la vérité, personne n'a jamais toute la vérité sur rien, mais assez. Assez pour que Louis XIV, à 71 ans, décide qu'il est temps de les détruire. Le greffier exécute l'ordre. Les papiers brûlent. La fumée monte au-dessus de Paris. Mais la Régnie était mort depuis quelques mois seulement, et ses copies étaient déjà dispersées dans des mains sûres, celles d'autres magistrats, d'autres archivistes, d'autres hommes qui avaient compris que d'autres hommes qui avaient compris que la mémoire d'une affaire d'État ne devait jamais tenir à un seul endroit. Voilà ce que nous avons appris, que Versailles n'était pas seulement un palais de lumière, que derrière les grandes galeries et les jardins géométriques, la cour la plus brillante du monde occidental abritait les mêmes ténèbres que n'importe quelle autre société humaine. La peur, la violence, le désespoir, la corruption. Que ces ténèbres avaient des formes particulières, propres à ce moment et à ce lieu. Les filtres d'amour, les messes noires,
la poudre de succession, mais qu'au fond, ce n'était pas la sorcellerie, c'était la condition humaine. Que les femmes qui n'ont pas de pouvoir le cherchent là où elles peuvent, et que la société qui ne leur en donne pas doit assumer les conséquences de ce refus. Que la justice, dans une monarchie absolue, est toujours la servante du pouvoir, et que ce pouvoir, quand il est menacé par la vérité, choisit souvent la vérité à brûler plutôt que la menace à affronter. Et que la mémoire résiste, toujours. Que les copies survivent, que les lettres circulent, que les historiens reconstituent, que les histoires se racontent. Que même quand un roi ordonne l'éternel oubli, quelqu'un quelque part garde une copie. Nous sommes là aujourd'hui pour cette raison. L'histoire de la dernière sorcière de France n'a pas été effacée. Elle nous attend, dans les archives, 350 ans plus tard. Elle nous parle. Et ce qu'elle dit est simple et vertigineux. Les sociétés ne changent pas parce que le pouvoir le veut bien. Elles changent parce que la mémoire des injustices ne disparaît jamais vraiment. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait penser, partagez-la. C'est aussi une façon de garder une copie. À très bientôt